On va commencer par lire les toponymes. Le quiz. Alors, on a reconstitué les noms de mémoire. On n'avait plus le topo guide sous la main, donc il y a peut-être quelques erreurs orthographiques. Néanmoins, c'est parti. Il y a un lieu qui s'appelle la Hogue et la mise en bouche, enfin la mise en pli, la mise en bière, bref, l'entraînement de l'atelier de vendredi consistait à trouver des toponymes fantaisistes. Peut-être tu précises ton travail sur les racines. À partir de... Les racines grecques. Oui, alors l'atelier s'est largement fondé sur des racines grecques, des combinaisons de racines grecques, grâce auxquelles nous avons trouvé des protagonistes, des noms de lieux, etc. On a essayé de construire un 6e livre, d'écrire un 6e livre en 2 heures. Voilà. Ce qui fut fait. Et que vous allez pouvoir écouter dans quelques minutes. Donc la Hogue presbycrine popularisa la mode des chapeaux en forme de bogue de marron, coiffe qui avait l'avantage de s'assembler parfaitement avec le crâne du porteur et grâce à la présence de fines pointes, de protéger celui des méchantes tapes sur le crâne. Bientôt, le village où presbycrine commandait ses couvre-chefs prit ainsi le nom de la bogue, nom qui, avec le temps, évolua en la Hogue, car les habitants, pour une raison que l'histoire n'a pas retenue, avaient toujours une patate chaude dans la bouche. L'île Ocar qui est située à Tours, hein, c'est cela. Un jour que Chrysomnèse, mère de Cryptocéphale, c'était sa mère, arpentait les rives de la Loire, elle passa près d'un mendiant syphilitique au dernier stade de la lèpre, laquelle avait été provoquée par un scorbut qui lui avait aussi causé un herpès malin, provoquant une atrophie des membres inférieurs, ainsi qu'une surdité irrémédiable et des flatulences pétaradantes, sans compter que la goutte lui causait des douleurs telles que ses nerfs lâchaient et causait une sévère incontinence, cause qu'il se conchiait plus de 20 fois par jour. Malgré tout, dès qu'elle le vit, elle en tomba éperdument amoureuse, comme si elle l'avait vu avec les yeux du cœur. Pour cette raison, on disait d'elle, elle a l'œil au cœur, qui est devenu par Apocope, Aphérèse, Tmèse et Ptose, l'île Ocar. Je pense que le louche marqué est dans la salle. Non, bon, alors on lit tout, et puis ça ira aussi bien. Moi, je lis. Louche marqué. Ce hameau abritait un repère de gens masqués, voleurs et compagnie. Ayant eu des enfants et voulant assurer une vie décente à leur progéniture, ils se rangèrent des voitures et changèrent une lettre à leur nom, Louche marqué. Au lieu de louche masqué. Lagache était un lieu d'adoubement près de Chronopolis où les gars étaient faits chevaliers. Lagache. Étymologie rapprochée de celle de la Beauce dans Gargantua, dont la queue de la jument défriche cette belle région. Et Gargantua dit « Je trouve beau ce ». Voilà. Le Luc. Podotrygine, la femme à 3 pieds, se promenait dans les bois quand elle se prit les pieds dans une racine. Elle partit cul par-dessus tête, se retrouva, les habitants renommèrent le lieu Tête à Luc, et plus simplement après, le Luc. Une forêt sombre à l'est de Chinon était peuplée de zombies affamés. Alors qu'Anémosine se baladait à dos d'âne pour trouver un refuge, elle fut encerclée par les monstres. Malgré sa peur blanche, elle réussit à les vaincre grâce à ses pouvoirs magiques. Quand elle et les siens s'installèrent au sein de la forêt, ils la rebaptisèrent du nom de la première impression qu'elle avait provoquée chez Anémosine, peur blanche, puis peu blanche, puis peu blanc. Et voici venu le moment de la geste gyresthésique. Tout est parti de Benoît qui trouvait Rabelais un peu trop couillu à son goût et qui proposait de créer une héroïne. Pour un 6e livre. Pour un 6e livre, voilà. Et nous allons en entendre les aventures. Alors donc, au départ, nous avons chacun créé un personnage féminin dont nous avons trouvé le nom
au moyen des racines grecques. Et puis un certain nombre d'attributs, des pouvoirs magiques. Un certain nombre d'attributs, de pouvoirs magiques, une naissance incroyable. Puis nous avons mis tout ça en commun, ce que je vais commencer à lire, avec un seul personnage qui est commun à tous et toutes. Giresthésie. Fille de la guerrière Batifessie et du meunier Dyscrasie, Giresthésie naquit un jour de tempête, alors qu'une soudaine éclaircie apparut au moment précis où un escargot vint se réfugier sous la cambrure de Batifessie. Sur les hauts monts qui entouraient la cité vermeille de Chinon, 12 coups de canon sonnèrent sa naissance. En grandissant, Giresthésie fit la joie de ses parents qui connurent une seconde jeunesse et développa, en conformité avec sa naissance incongrue, une série d'étranges facultés. Item, le pouvoir de faire illico bouillir l'eau pour le thé, mais pas en plus grande quantité. Pouvoir qui fut découvert alors que son biberon restait incompréhensiblement chaud. Item, le pouvoir de distinguer flou les personnes accablées d'un excès de pustulence sur le visage. Item, le parfait savoir du ronronnement apaisatoire. Item, la science du caméléonisme du vêtement qui fut découvert un jour qu'elle coucha en robe blanche dans l'herbe d'un pré et se releva en robe à fleurs. Item, le pouvoir de pétrifier les gens qui tournent en rond. Item, la très rare faculté de pleurer des larmes parfaitement rondes. Item, la puissante faculté de divination d'après la forme des larmes des autres. Item, la douance d'apaisation des hésitements et dédoublation de langage chez les bègues par pression de la main sur la main. Item, la parfaite faculté d'endormir les insectes bruyants. Sitôt sorti du giron de Batifessie et de Dyscrasie, Giresthésie prit ses clics et ses claques et sa robe à fleurs et partit à dos de phacochère pour la Belgie. Je vous laisse contempler la Belgie tandis que je lance le son. Attention. Giresthésie rencontra un jeune aventurier, un gaillard d'une vingtaine d'années, plutôt carré, aux cheveux blonds, coiffé en brosse. Giresthésie ne put s'empêcher, du haut de son phacochère pur sang, de modifier un peu le physique, bien trop carré à son goût, de ce jeune homme dont vous avez peut-être entendu parler, un certain Tintin. Qu'elle rencontra un jour de pluie. Giresthésie, heureuse de cette météo, se mit à chanter à tue-tête. Son chant parfaitement disharmonieux engendra une tristesse profonde de tous les villageois qui pleurent toutes les larmes de leur corps. Giresthésie, ivre de joie devant tant de larmes, redouble de ferveur et se met en tête de collectionner larmes et pleurs afin de les arrondir. Quelque temps plus tard, à l'âge de 20 ans, vint le temps pour Giresthésie d'interroger son origine. Elle savait qu'à l'instant de sa naissance, une conjonction de fées la fit naître, à l'instant précis où un escargot vint se mettre à l'abri d'une terrible tempête sous la cambrure de sa mère. La tempête cessa et Giresthésie naquit. Mais personne ne lui raconta la suite de l'histoire. Et Giresthésie, qui voulait boucler la boucle, décida de partir à la recherche des descendants de ce gastéropode maîtrisant l'art de la maïotique. Elle traversa de nombreuses contrées, mais c'est chez les Bradiglottes, le peuple des Lans, qu'elle s'arrêta. Eux, seuls, pouvaient percer les mystères de ces animaux qui leur sont si semblables. La lenteur fut le point commun évident qu'ils partageaient. Les lèvres des Bradiglottes semblables également, ourlées telles des pots de chambre, n'étaient pas sans rappeler la courbe que dessine la coquille de l'escargot. Ce qui est moins connu en revanche, c'est la forte propension à saliver de ce peuple. Le postillon était chez eux monnaie courante. Elle finit par trouver une bradiglotte étonnante qui pouvait recoudre les paroles éparses. Giresthésie lui confia les indices qu'elle avait recueillis. Au moment où elle allait lui révéler l'avenir de ce gastéropode, Giresthésie fut appelée à la fête de Chantegrolles.
À chaque fête de ce fameux village, alors que les enfants pataugeaient dans la boue pour accompagner l'hymne du charmant village, des grillons insolents menaçaient par leur bruit la magnifique mélodie. C'est pourquoi Chantegrol fit appel à son service d'ordre sonore, la fameuse Giresthésie sur son phacochère magnifique, qui courut alors les bois, les arbres, les feuilles et les herbes pour endormir les insectes bruyants. À chaque découverte d'un grillon, en pleine activité, Giresthésie use de son pouvoir, mais à chaque fois qu'un grillon s'endort, un autre s'éveille. Giresthésie, rentrant sur son phacochère de Chantegrol, vers Chronopolis, elle rencontre Bradiglotte qui pleurait à chaudes larmes. Elle arrondit les larmes, mais Bradiglotte avait été chassée pour sa lenteur de discussion, exclue de toutes les assemblées de Chronopolis. Et elle essayait d'arrondir les angles de cette situation, en provoquant un ronronnement, un son, un souffle très rond. Bradiglotte se retrouva ainsi sa place dans Chronopolis. Elle devait calmer les orateurs, toujours pressés de finir leur intervention, et ainsi elle peut crier à sa compagne « Restez-y, restez-y à Chronopolis ». Un jour d'été où Giresthésie se promenait dans les vignes de la Devinière en ronronnant avec sa chatte, elle croisa Ploutolalie qui endormait les guêpes rôdant autour des raisins mûrs. Les deux amis, qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps, pleurèrent des larmes de joie parfaitement rondes qui scintillaient au soleil. Elles se complimentèrent sur leurs robes à fleurs qui prenaient la couleur des grappes dorées ou noires, échangèrent des nouvelles de leur fille à la chevelure de vigne vierge. Puis, au crépuscule, Ploutolalie regagna le château du Coudray-Montpensier et Giresthésie, la devinière. Au bout de quelques jours, la solitude lui pesa. Giresthésie était désespérée. Elle ne pouvait jamais s'habiller comme elle le voulait. Elle rêvait de camailleux, de teintes proches, de dégradés, mais toujours ses vêtements se transformaient et prenaient les teintes complémentaires qui la faisaient repérer à 1000 lieues à la ronde. De désespoir, elle alla à la taverne. Elle ne fit pas bouillir d'eau pour le thé, mais commanda un verre de Chinon, une chope de Chinon, un tonnelet de Chinon. Rien à faire, son chagrin demeurait. Les larmes de l'ivresse et du désespoir se mirent à couler, parfaitement rondes, si belles, si parfaites. Elles se répandirent sur la table, sur le banc, sur le sol. Giresthésie buvait toujours, pleurait sans fin. Le filet d'eau de larmes devenait ruisseau, rivière, mais elle n'y pouvait lire aucun avenir. Éperdue, elle glissa dans l'eau de ses larmes, nagea, rejoignit le cours de la Loire, puis l'océan. Quand elle chevaucha les vagues, elle se sentit en harmonie avec la nature, quels que soient ses vêtements. Elle se sentit libre, son esprit s'envola, sa parole se libéra. Reste-y, s'écria Gireste, la tigresse des Scythes. Si Giresthésie sieste, Régis tricéreste, il se grise et résiste au tigre. L'hystérie de Giresthésie est du registre de l'inceste. Elle tresse des tiges de tristesse. Viviane nous dit « Giresthésie, de retour de ses fabuleuses aventures, avait ramené dans son escorte moult gentilshommes et damoiselles, tous enamourés de son pouvoir bienfaisant sur les êtres faibles. Elle menait sa troupe sans réelle conscience de son aura, allant au gré du vent, traversant champs et villages, ses costumes changeant de couleur au moindre courant d'air. Les plus férus de sa personne étaient les bègues, enfin délivrés de leur terrible muselière. Ils parlaient, chantaient, criaient, heureux. Isidore était l'un d'eux. Longtemps cloué dans l'isolement par son langage torturé, il n'avait de cesse de remercier la nymphe qui l'avait sauvé. Pépillant, sautant, il était devenu un bavard impénitent, vibrionnant autour de la donzelle, telle une pie jacassant. Il commençait à lui casser les oreilles de ses discours incontinents. Ce verbiage lui tapant sur les nerfs, Giresthésie empoigna Isidore et lui fourra le museau entre les échasses, ce qui eut pour effet qu'il s'arrêta de bavasser. Et c'est ainsi qu'il lui fouillait la grotte, qu'il lui approfondissait la catacombe, qu'il lui balayait le monticule, qu'il lui barbotait la caverne, qu'il lui bouleversait la crypte, qu'il lui compulsait le cornichon, qu'il lui dépouillait la rocaille, qu'il lui farfouillait le terrier, qu'il lui fignolait le bourrelet, qu'il lui fouissait le tubercule, qu'il lui fourrageait le beignet, qu'il lui perquisitionnait la boudine, qu'il lui ratissait la cabosse, qu'il lui polissait la sardine, qu'il lui sondait la friandise, qu'il lui polissait la bonbonnière, qu'il lui tripatouillait le coloquinte et lui épluchait le bigorneau.
pour ne pas être en reste, elle lui brossait l'ampoule, lui décapait le bourgeon, lui fourbissait le bulbe, lui bichonnait l'interrupteur, lui débarbouillait la vésicule, lui frictionnait le dessus du panier, lui graissait l'efflorescence, lui nettoyait le trésor, lui lustrait le gratin, lui massait l'ornement, lui pelotait le diamant, lui ponçait le joyau, lui récurait le sautoir ou lui étriait le tampon. À la suite de quoi, un grand spasme les saisit, et le pays de Chinon, qui était plat comme une limande, s'en trouva tout vallonné, ce qui est la cause qu'on y trouve aujourd'hui parmi les meilleures vignes de France. Merci, et merci à toutes les participantes et à tous les participants de l'atelier. On va terminer avec ce poème qu'on a retrouvé. Giresthésie pleurait des larmes rondes en cavalant à dos de phacochère. Plus d'une fois, elle a nagé dans l'onde, quittant sourdée de ses larmes amères. Amuissant les bruyants orthoptères, elle guérit des lépreux le visage. Aux pauvres bègues, elle rendit l'usage de la parole et de ses phylactères. Magnifique. Ça marche. Magnifique travail que vous avez effectué en 2 heures de temps. C'est juste incroyable. Avec un peu de post-production. Ah ouais, non mais c'est incroyable. La post-production d'images et de musique, mais les textes sont les textes des participants. Ouais. Il y avait... Alors il y a Emmanuel qui est là-bas. Voilà, exactement, on les applaudit. Un jour que l'antique fermière Archéonette... Monsieur là-bas, oui. Bernard, voilà. Bravo. Et donc, il y avait et madame qui est là aussi, voilà. Donc, il y avait 14 participants en tout, et c'est vrai que vous étiez limité par le temps. Bernard, Anne, Emmanuel, Laurent, Marie, sa fille, Louis, Odile, Nathalie, Françoise, Viviane, Martin et moi. Et Gabriel et Muriel, effectivement.